Nous avons tous vu ou entendu parler de ce film. Of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Mais aujourd'hui, un mystérieux journal dévoile la véritable histoire derrière le film L'Exorciste. Je l'ai entendu raconter par des gens qui y ont assisté, qui ont vu un lit léviter. Offrant un accès rare et sans filtre à l'exorcisme le plus terrifiant de l'histoire de l'Amérique. Le démon m'a alors dit « Tu ne peux pas te débarrasser de nous, tu n'es pas assez fort. » Et pour la première fois, un témoin oculaire va exposer un secret des plus choquants devant la caméra. D'après l'Église, quelqu'un a donné sa vie pour cet enfant. Qu'est-il réellement arrivé au garçon hanté de Saint-Louis et au démon qui le possédait? « 26 décembre 1973, le lendemain de Noël. Des spectateurs se pressent dans de longues files d'attente pour découvrir un film très attendu, L'Exorciste. Mais aucun d'entre eux, même dans ses pires cauchemars, ne peut imaginer ce qu'il s'apprête à voir. I passed out in about the first half hour, yeah. I don't know what they should do with that movie, but I don't want to see the rest of it. I fainted like 10 minutes after the first beginning of the movie. L'Exorciste raconte l'histoire d'une fillette de 12 ans possédée par le diable, ainsi que les horreurs morbides vécues par les prêtres essayant de la sauver. It's the power of Christ that compels you. The power of Christ. That the power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Le film touche à une de nos plus profondes angoisses, la peur du démon. When she started talking like devil coming out of her, bleh, my legs are just going, meh, and I want to go in the lobby and not watch it, and I have to cover my ears. I can't even describe it. It's so horrible. It just scared me to death. Things just like this really scared me to death. I'm just nervous. Are you going to go back in and see more of the movie now? Probably, yeah. Je dirais que tout ce qu'on voit dans le film peut réellement se produire. Parce que le diable joue avec la mémoire et l'imagination d'une personne. Donc, une tête qui tourne, une soupe qui vole, des gens qui rampent au mur comme des araignées, une lévitation, toutes ces choses sont possibles. Après la sortie du film, les églises catholiques notent un pic de fréquentation. Les gens viennent confesser leurs péchés et chercher le salut grâce à l'antique rituel de l'exorcisme. Après la sortie du film, l'Église a observé une importante augmentation des personnes pensant avoir besoin d'un exorcisme. Les prêtres ont été submergés de demandes d'enquête sur des cas de possession démoniaque. Je te conjure, Satan, ennemi du salut des hommes, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père. J'ai appris auprès du ministère de l'Église et de ceux qui luttaient contre les forces du mal et demandaient de l'aide à l'Église. Les manifestations sont nombreuses. Les yeux qui se révulsent, l'écume au bord des lèvres, des convulsions au sol. Une fois, j'ai même assisté à une lévitation. Exorcism is a powerful ritual. This is the belief of the church. That the devil, will, in speaking through the body of the possessed, will attempt to tear down the priest, to destroy him physically and emotionally. L'Exorciste est peut-être le film le plus effrayant de tous les temps. Et ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est qu'il est tiré d'une histoire vraie. L'écrivain William Peter Blatty a écrit son livre et son scénario en s'inspirant non pas d'une petite fille, mais de l'horreur vécue par un garçon de 13 ans, originaire du Maryland. On le désigne souvent par le nom de Rolando, pour préserver son identité.
William Peter Blatty, qui a écrit le livre L'Exorciste, publié en 1971, était étudiant à l'université de Georgetown à l'époque. Il y étudiait l'anglais. Au moins un des jésuites qu'il a connu à Georgetown connaissait cette histoire et la lui a racontée. William Peter Blatty avait accès à de nombreux documents auxquels certains d'entre nous n'aurions pas pu avoir accès. Des documents liés à la possession et à l'exorcisme. À sa sortie de Georgetown, il avait conservé des coupures de journaux de Washington parlant d'un garçon qui avait vécu ces choses. Mais le livre et le film ne racontent qu'une partie de l'histoire. Aujourd'hui, l'incroyable découverte d'un journal secret révèle de nouveaux et glaçants détails sur le véritable cas d'exorcisme qui a eu lieu il y a plus de 70 ans. Janvier 1949. Rolando, fils unique, vit avec ses parents à Cottage City dans le Maryland, une banlieue modeste en périphérie de Washington. Beaucoup de gens avec qui il est allé à l'école, ses anciens amis, ceux avec qui il a grandi, l'ont toujours décrit comme quelqu'un d'hyperactif, de difficile. Ce n'était pas un mauvais élève, mais il avait beaucoup de mal à se concentrer. Roland entretient des liens étroits avec sa tante Tilly qui vit à Saint-Louis. Tilly est amatrice de spiritisme, une croyance selon laquelle il est possible de communiquer avec les morts. Elle apprend à Roland à parler aux esprits à l'aide d'un jeu de société populaire. Sa tante Tilly lui a de toute évidence parlé de ses croyances spirites. Ils utilisaient ensemble une planche de Ouija. La planche de Ouija est un produit inspiré par le mouvement spiritualiste. L'alphabet est imprimé dessus. Sur cette grande planche, on dispose d'une petite planche appelée goutte. 1, 2, 3 personnes ou plus peuvent poser leurs doigts sur cette goutte qui va se déplacer et épeler des messages. Roland et sa tante ignorent qu'ils sont en train d'ouvrir une porte vers les ténèbres. Sa tante lui a montré comment se servir de la planche de Ouija. Beaucoup de gens pensent que ça a constitué une invitation qui aurait poussé le démon à surgir. Tout commence dans la maison de Roland, le 15 janvier 1949. La mère de Roland entend ce qui ressemble à des grattements à l'intérieur des murs. Quand la mère de Roland a parlé pour la première fois des étranges bruits de grattement à son mari, ce dernier a fait venir quelqu'un pensant que la maison était infestée de rats. Un dératiseur est venu inspecter la maison et n'a rien trouvé. Les parents ont alors pensé que c'était une blague de Roland, qu'il faisait ça pour attirer l'attention. Mais le temps passant, la mère de Roland a commencé à croire que leur maison était hantée. Onze jours après les premiers bruits étranges, Roland reçoit une terrible nouvelle. Sa tante Tilly est décédée. Peu de temps après son décès, Roland et sa mère entendent de nouveaux bruits, cette fois dans la chambre de l'enfant. Après la mort de la tante Tilly, les choses se sont accélérées. Ils entendaient comme des pas de soldats marchant vers le lit de Roland. Ils étaient terrifiés. Il y avait des bruits de heurts et de coups contre le mur. La mère de Roland a crié « Tilly, si c'est toi, frappe 3 fois ». Et ils ont dit avoir entendu 3 coups. Ils se sont alors mis à penser que c'était la tante Tilly qui leur rendait visite. Si les bruits inquiétants proviennent bel et bien de l'esprit de la tante Tilly, pourquoi tourmenterait-elle Roland, son neveu adoré? Est-il possible que le garçon attire quelqu'un ou quelque chose d'autre? Des choses ont commencé à se produire dans la maison. Sa mère a raconté qu'il voyait des assiettes bouger, des objets voler à travers la pièce, des chaises tourner et glisser sur le sol.
presque tous les soirs quand Roland allait se coucher. Au début, tout était calme, mais soudain le lit se mettait à trembler. Et ça a empiré. Le matelas rebondissait tout seul, la tête de lit cognait contre le mur. Et tout ça se passait alors que ce frêle garçon de 13 ans était blotti dans son lit. En plus des bruits effrayants et des tremblements du lit, Roland se réveille au milieu de la nuit, se débattant et hurlant avec une voix qui semble tout sauf humaine. L'enfant parlait avec une voix très gutturale, qui ne ressemblait pas à la voix d'un garçon. C'était peut-être celle d'une autre personnalité, voire celle d'un démon. Ses camarades d'école ont raconté des années plus tard qu'à l'époque, le quartier a commencé à entendre ce qui se passait dans la maison la nuit. Ils entendaient les cris et le vacarme qui émanaient de la maison. Leurs parents en parlaient aussi. Ils pensaient que ce gamin avait un problème. Alors que la rumeur se répand dans le quartier, les camarades de Roland remarquent des phénomènes bizarres se produisant lorsque le garçon est à l'école. Quand il était en classe, il arrivait que son livre tombe de son bureau, que des feuilles traversent la pièce. À plusieurs reprises, son bureau s'est mis à bouger, à vibrer sur le sol. Les professeurs ont accusé Roland d'être à l'origine de ces phénomènes. C'était un gamin très nerveux qui avait l'habitude de faire des farces. Les profs pensaient qu'il faisait son intéressant, mais ils juraient que ce n'était pas le cas. Imaginez cet enfant à qui ces choses horribles arrivent. Il va à l'école et ses camarades assistent à cela. Et tout le monde pense qu'il cherche uniquement à attirer l'attention. Ça a dû être très difficile pour lui. Son comportement inquiétant s'intensifiant, Roland cesse d'aller à l'école. Le garçon est-il en train de perdre l'esprit? Ou a-t-il fait surgir un esprit malfaisant venu des profondeurs de l'enfer? Dans le petit village pittoresque de Cottage City, dans le Maryland, vivait autrefois Rolando, 13 ans, un adolescent d'apparence ordinaire. Mais en février 1949, le monde de Roland vole soudain en éclats. Chaque soir, il fait des crises impressionnantes, réveillé en sursaut par son lit qui bouge et des cauchemars récurrents à propos d'esprits malfaisants. C'est là que les événements sont devenus vraiment étranges, parce qu'il semblait impossible que Roland puisse simuler tout ça. Il se réveillait en état de crise qui mêlait contorsions, cris et pleurs. Inquiets pour sa santé, les parents de Roland l'emmènent chez un médecin. Les crises nocturnes de leur fils pourraient-elles résulter d'une maladie comme l'épilepsie? Les signes d'une possession peuvent en réalité être des symptômes d'une maladie physique. L'individu peut souffrir de crises, du syndrome Gilles de la Tourette. L'Église se doit d'être très prudente, parce que si j'étiquette trop rapidement une personne comme étant possédée, cela peut l'empêcher d'obtenir l'aide dont elle a réellement besoin. J'aurais alors fait plus de mal que de bien. Le médecin ne trouve chez Roland aucun problème sur le plan physique. Ses parents le conduisent donc chez un psychiatre. Leur fils pourrait être atteint d'une maladie mentale comme la maniaco-dépression ou la schizophrénie. On était en 1949. La psychiatrie n'était pas encore très développée. Néanmoins, le psychiatre n'a rien décelé d'anormal chez Roland à l'époque. Ses parents ont alors consulté un psychologue qui n'a rien trouvé non plus. Beaucoup de thérapeutes, de psychologues et de psychiatres sont très réticents à adhérer à un diagnostic de possession démoniaque. Si quelqu'un a vécu un traumatisme dans son enfance, ou même un traumatisme récent, ces symptômes pourraient imiter ceux d'une possession. Dans le cas de Roland, il n'existe aucun dossier médical connu.
mis à part le compte-rendu d'un psychiatre décrivant le garçon comme normal, bien que très nerveux. Je ne pense pas qu'il existe un diagnostic psychologique qui puisse expliquer toutes les choses qui ont été rapportées au sujet de cet enfant. Est-ce que pour autant j'en conclus, avec une absolue certitude, d'être face à un cas authentique de possession? Je n'en sais rien. Mais peut-on ouvrir la porte à la possibilité qu'il y ait là quelque chose qui échappe à la science? Après avoir consulté des médecins, les parents de Roland se tournent vers le révérend Luther Malschultz, pasteur de l'église évangélique luthérienne de Saint-Stephen. Le révérend Schultz s'intéressait beaucoup à ce qu'on appelle la parapsychologie, quand des choses anormales se produisent autour d'une personne et que par un mécanisme que l'on ne comprend pas, un bouleversement interne s'exprime de façon externe. Le révérend Schultz se demande si des esprits frappeurs connus sous le nom de poltergeist pourraient être responsables des ravages constatés dans la maison de Roland. Un poltergeist est une énergie qui provoque des phénomènes. Des objets qui se déplacent, des lumières qui s'allument et s'éteignent, des portes qui s'ouvrent et se ferment. Au début du cas Rolando, ce sont des phénomènes qui se produisaient. Schultz était curieux, mais aussi un peu sceptique. Il a voulu observer Roland en dehors de chez lui, pour voir si les phénomènes n'avaient lieu que dans sa maison. Le révérend Schultz pense que les poltergeists ne se déplacent généralement pas d'une maison à une autre. Il élabore donc un plan. Le révérend Schultz s'est arrangé pour que Roland puisse venir dormir chez lui. Sa femme allait dormir dans la chambre d'amis. Le révérend et Roland se sont couchés dans des lits séparés et pratiquement dès que la lumière a été éteinte, le lit de Roland s'est mis à vibrer. Schultz, qui pensait encore que ça pouvait être une farce, a réalisé que ça n'en était pas une. Que ce petit garçon maigrichon ne pouvait pas faire trembler le lit entier. Il a dit « Ok, je sais ce qu'on va faire. Va dormir dans le fauteuil à l'autre bout de la pièce. » À peine la situation s'était-elle calmée que le fauteuil s'est mis à trembler. De façon si violente qu'il a fini par se renverser, projetant Roland au sol. Sidéré par le spectacle, le révérend Schultz dit à Roland de s'étendre sur un matelas installé à côté de son lit. Le matelas s'est mis à glisser sur le sol pour aller se loger sous le lit du révérend. Roland était secoué de haut en bas et son visage se retrouvait écrasé contre les ressorts du lit. Schultz a dit « On ne peut pas continuer comme ça ». De retour chez lui, l'état de Roland prend une tournure dramatique. Le pasteur a raconté que 3 griffures étaient apparues sur le corps de Roland et que cela s'était reproduit 4 nuits d'affilée. Ils ont compris que ce n'était pas normal, qu'il ne s'agissait pas d'un trouble psychologique, mais qu'il y avait quelque chose de diabolique derrière tout ça. Le révérend Schultz ne pense plus qu'un poltergeist harcèle Roland. Il a déclaré que cela dépassait ses compétences en tant que pasteur luthérien et suggéré que la famille emmène Roland voir un prêtre catholique plus au fait de ce genre de possession. L'Église catholique pourrait-elle expliquer ces effrayantes manifestations? Les parents de Roland se tournent vers le père Albert Hughes, vicaire à l'Église catholique Saint-James. Ils ont emmené Roland voir ce prêtre catholique. Ce qui s'est passé, d'après le prêtre, c'est que la température de la pièce a brusquement chuté. Il a vu le téléphone glisser sur le bureau. Et l'enfant aurait dit quelque chose comme « Pourquoi me déranges-tu, prêtre de malheur ?» Alors que Roland lui lance des obscénités, le père Hughes sent une présence malfaisante à l'intérieur du garçon.
peut être le diable en personne. Le diable est l'une des figures les plus intéressantes dans la mythologie, la religion, l'art et la culture populaire. Dans la Bible, il est Satan, l'opposant. Il est l'adversaire loyal. Il représente l'autre côté. Si vous croyez que Dieu existe, vous devez accepter que le diable existe également. Les catholiques pensent que le diable, aussi connu sous le nom de Lucifer, était un ange qui a défié Dieu et a été déchu. Des références à des esprits démoniaques apparaissent souvent dans les textes religieux. Dans le catholicisme, le diable est le mal en personne. L'esprit démoniaque est résolu à semer le chaos dans tous les aspects de votre vie, à vous anéantir. Vous anéantir spirituellement, émotionnellement, physiquement, mentalement, psychologiquement. Vous réduire à néant. Après avoir observé le comportement de Roland, le père Hughes est convaincu que l'enfant est possédé par le démon. Mais pourquoi? Certaines personnes se tournent vers ce que j'appellerais des pratiques occultes. Elles tiennent des séances où elles essaient de communiquer avec les morts. Ce sont des choses qu'on ne devrait pas faire, parce que le diable est un opportuniste. Si quelqu'un a une faille dans sa vie, même d'un point de vue mental, le diable pourrait tenter de s'introduire dans cette faille pour briser la personne encore plus. La possession démoniaque peut se faire par différents moyens. Il est très possible que des esprits ou autre chose s'attachent à vous, vous accompagnent chez vous et vous suivent partout. Il existe des endroits hantés, mais également des personnes hantées. Il faut faire attention à qui on ouvre la porte sur le plan spirituel. Il faut être conscient de cela et prudent. Selon certaines sources, le père Hughes contacte l'archevêque Patrick O'Boyle de Washington. Il pense que Roland a besoin d'un exorcisme. Le père Hughes était bouleversé par tout ça, et il s'est immédiatement dit que cela justifiait une visite à l'archevêque. Un prêtre ne peut pas décider tout seul qu'une personne a besoin d'être exorcisée. Le père Hughes est donc allé trouver l'archevêque et l'a convaincu difficilement de l'importance de pratiquer un exorcisme. Entre le 27 février et le 6 mars 1949, le père Hughes aurait fait admettre Roland à l'hôpital de Georgetown sous un nom d'emprunt. Pendant qu'on attache Roland à son lit, le père Hughes lit les prières du rituel d'exorcisme. Mais la situation va tourner au drame. Roland parvient à libérer sa main des liens qui le maintenaient. Le démon n'aime pas être entravé. L'hôpital de Georgetown, à Washington, devient le théâtre d'un cauchemar au-delà de toute imagination. Entre fin février et début mars 1949, le père Albert Hughes, prêtre jésuite, tente de pratiquer un exorcisme sur Rolando, 13 ans, dans l'unité psychiatrique de l'hôpital. Mais dès que le père Hughes entame le rituel, Roland parvient à libérer une de ses mains entravées. Un témoin présent à l'hôpital de Georgetown pendant que le père Hughes pratiquait l'exorcisme sur Roland a raconté que le garçon aurait saisi un ressort du lit et aurait lacéré le bras du père Hughes. D'après des témoins, Roland aurait lacéré le bras du père Hughes de l'épaule jusqu'au poignet, blessure qui aurait nécessité 100 points de suture. Ceux qui connaissaient le père Hughes ont rapporté qu'il n'avait plus été le même après cela et qu'il avait gardé des séquelles au bras. Les jours suivant sa sortie de l'hôpital de Georgetown, Roland s'enfonce un peu plus dans le désespoir.
Alors qu'il se prépare à aller au lit, il se regarde dans le miroir et pousse un cri d'effroi. Des éraflures sanglantes sont apparues sur son torse, semblant former le mot Louis. Pour les parents de Roland, ce mot est un signe. Ils ont de la famille à Saint-Louis. Ils ont pensé que si le mot Louis était apparu sur le corps de Roland, c'était peut-être un message de la part de l'esprit malfaisant, signifiant qu'il fallait emmener Roland à Saint-Louis. En plus de la tante Tilly, qui était décédée au début de l'année, le père de Roland avait un frère qui vivait à Saint-Louis. J'ai personnellement parlé à une femme qui était une des meilleures amies de la cousine de Roland. Elle a dit qu'il était impossible d'imaginer le chaos qu'a traversé cette famille à l'époque. Ils étaient simplement à bout et prêts à tout. Ils n'avaient pas de plan prédéfini. Quand ils ont pris le train pour Saint-Louis, c'était uniquement à cause de ce mot, Louis, et parce qu'ils avaient de la famille là-bas. Ils pensaient pouvoir peut-être trouver du soutien, un certain soulagement et une aide spirituelle auprès de leurs proches. Cette famille d'ouvriers, dans une économie d'après-guerre, a totalement bouleversé sa vie pour s'installer à 1300 km de là, dans l'espoir que ça pourrait changer les choses. Que l'on croit ou non à ces phénomènes, il se passait quelque chose. Quelque chose a bouleversé cette famille pour qu'elle en arrive à de telles extrémités. 8 mars 1949. À Saint-Louis, Roland et ses parents sont accueillis par des membres de leur famille, de fervents catholiques vivant dans la banlieue tranquille de Belle-Nord. Leurs proches espèrent qu'ils ont laissé les esprits malfaisants derrière eux, mais le démon aurait visiblement suivi Roland à Saint-Louis. Ils sont allés s'installer à Belle-Nord, chez l'oncle de Roland, le frère de son père. Leurs proches étaient heureux de les aider. Ils aimaient la famille, ils aimaient Roland. Mais Roland semblait très différent, en particulier le soir. Il allait se coucher et immédiatement il se produisait des choses. Roland se mettait à crier, à hurler. Le lit bougeait de haut en bas. Des objets traversaient la pièce. Le pauvre enfant était terrifié, tout comme le reste de la famille. Un soir, la famille a observé un tabouret à quelques mètres du lit qui n'arrêtait pas de tomber tout seul. Ils le remettaient en place et le tabouret tombait à nouveau. Ils ont compris que le pauvre Roland était totalement tourmenté. C'est là que les phénomènes se sont vraiment accélérés, que le cas de Roland n'a fait qu'empirer. Roland avait une cousine qui voyait tout ce qui se passait. Elle allait à l'université de Saint-Louis et elle était catholique. Elle est allée trouver un de ses professeurs, le père Bishop. Elle lui a dit « Je crois que mon cousin a un problème sur le plan spirituel. Vous voulez bien venir le voir ?» Le père Raymond Bishop accepte de rencontrer Roland et d'observer son comportement nocturne. Le 11 mars 1949, le père Bishop arrive au domicile de la famille de Roland. Il est accompagné du père William Bowdern, un prêtre jésuite respecté de l'église voisine, la Saint Francis Xavier College Church. Je suis la petite nièce du père William Bowdern, le jésuite exorciste. J'ai toujours entendu raconter cette histoire, du plus loin que je me souvienne. Mon oncle William était l'un des hommes les plus bons que j'ai eu le privilège de côtoyer. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une foi aussi inébranlable.
Pendant que Roland se prépare à dormir, le père Bowdern lit plusieurs prières. Roland semble calme. Après avoir observé Roland pendant près d'1 heure, les pères Bowdern et Bishop ne constatent aucun signe évident de possession démoniaque. Mais dès que les prêtres quittent la pièce, de grands bruits se font entendre depuis la chambre de l'enfant. Un flacon d'eau bénite posé sur la table de chevet valse mystérieusement à travers la chambre. Alors que Roland tente de se rendormir, une bibliothèque se déplace, bloquant la porte de la pièce. Les prêtres sont retournés dans la chambre et ont assisté à tous ces phénomènes étranges. À ce moment-là, même le père Bowdern s'est mis à croire qu'il s'agissait peut-être d'une activité démoniaque. S'y connaissant peu en exorcisme, le père Bowdern consulte le rituel romain. Ce manuel datant du XVIIe siècle détaille les règles, prières et procédures de l'antique rite d'exorcisme de l'Église catholique. Je me sers principalement du rituel romain d'exorcisme. L'exorcisme consiste en grande partie à prier. I command thee, in the name of the Father and of the Son, I exorcise thee, that thou depart. L'exorcisme existe depuis presque aussi longtemps que la religion elle-même. La Bible contient des récits saisissants de Jésus pratiquant des exorcismes sur des personnes possédées par le démon. À l'époque de ma nomination, je suis devenu un des 12 prêtres exorcistes officiels des États-Unis. Aujourd'hui, nous devons être au nombre de 125. Le pape est un exorciste parce qu'il est le berger suprême de l'Église. Il y a des exemples du pape Jean-Paul II pratiquant des exorcismes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Certains exorcistes sont connus publiquement comme moi. D'autres choisissent de rester anonymes. Je reçois actuellement environ 1800 messages par an de personnes du monde entier qui pensent avoir affaire au diable et demandent de l'aide à l'Église. Si le Vatican propose des cours pour former des exorcistes de toute confession, la plupart des prêtres apprennent sur le terrain. Aujourd'hui, avec mon expérience et mes connaissances, je peux enseigner à d'autres exorcistes comment pratiquer les exorcismes et les bénédictions. Mais comme je le dis toujours, l'expérience s'acquiert sur le terrain. Contrairement à aujourd'hui, les exorcismes étaient rares en 1949. Le père Bowdern étudie donc des cas antérieurs, dont la possession très médiatisée d'Emma Schmidt, à Hurling, en Iowa. Un des cas sur lesquels le père Bowdern a fait des recherches était celui de la possession d'une jeune femme nommée Emma Schmidt. Elle était tourmentée par des esprits démoniaques, dont certains étaient liés à des personnes de son passé, comme son père, qui avait été un homme très violent. Il existait un rapport détaillé de son exorcisme qui avait eu lieu dans un couvent. En 1928, un prêtre a procédé à 23 jours d'exorcisme sur Emma Schmidt, qui aurait été soulagée de ses souffrances. Il y avait eu d'autres exorcismes, mais ils étaient rares. Ça a représenté beaucoup de travail pour ces deux hommes, d'étudier et d'apprendre à pratiquer un exorcisme. Selon l'Église catholique, le père Bowdern doit prouver que Roland suit le chemin classique d'une possession démoniaque totale.
L'Église identifie 4 différents types d'activités démoniaques extraordinaires. Cela peut être une infestation démoniaque, c'est-à-dire la présence du démon dans un lieu ou un objet. Il peut s'agir de vexation démoniaque. Dans ce cas, la personne pense subir des attaques physiques de la part d'un démon. Cela peut être une obsession démoniaque, une attaque mentale. Et enfin, il y a la possession elle-même, où un démon prend le contrôle du corps d'une personne, traitant ce corps comme s'il lui appartenait. Roland aurait expérimenté les 3 premières étapes d'une activité démoniaque. Un exorcisme pourrait l'empêcher de tomber dans une possession démoniaque totale. Pour ce qui est de pratiquer des exorcismes officiels sur des personnes possédées, je n'ai dû avoir affaire qu'à seulement 12 cas ces 15 dernières années. En ce qui concerne les exorcismes pour infestation, vexation ou obsession, j'ai été confronté à des milliers de cas au fil des ans. Suivant le protocole de l'Église, le père Bowdern contacte l'archevêque Joseph Ritter de Saint-Louis. Il demande à ce qu'un exorcisme soit pratiqué sur Roland, mais souhaite que l'archevêque désigne un autre prêtre. Le père Bowdern ne voulait pas être impliqué dans cet exorcisme. Il savait qu'il n'était pas qualifié. Il ne se sentait pas capable, spirituellement, d'être un exorciste. Mais il n'a pas eu le choix. L'archevêque lui a simplement dit « Vous devez le faire ». Quand il est apparu que cela allait être un véritable cas d'exorcisme, l'archevêque a requis que mon oncle William pratique cet exorcisme. Mon oncle ne pensait pas en être capable, mais l'archevêque le lui avait ordonné, alors il l'a fait. L'archevêque a donné au père Bowdern l'autorisation de pratiquer le rituel d'exorcisme. C'était désormais un acte officiellement approuvé par l'Église, et ce n'était pas quelque chose que l'Église prenait à la légère. Aux yeux de l'Église catholique, le mal est partout. Et seule la foi peut le combattre. Dans le cas de Rolando, le père Bowdern prend conscience qu'il s'apprête à livrer bataille contre Satan en personne. Cette maison en banlieue de Saint-Louis a autrefois été le théâtre d'une horreur indescriptible. Le 16 mars 1949, le père jésuite William Bowdern arrive au domicile de la famille de Roland pour procéder au premier exorcisme. Le père Raymond Bishop et Walter Halloran, séminaristes à l'époque, ont proposé de l'assister dans ce rituel solennel de l'Église catholique. Les prêtres sont conscients des risques. Le diable pourrait également prendre possession d'eux. Mais ils sont déterminés à expulser le démon de l'adolescent de 13 ans, peu importe le temps ou le prix à payer. Bowdern s'était beaucoup préparé en vue de cet exorcisme. L'idée d'un violent règlement de compte avec le démon n'était pas inscrite au programme. Il n'envisageait pas du tout les choses comme ça. En réalité, il était apeuré et tremblant. L'archevêque a ordonné aux prêtres de garder le secret absolu quant à l'exorcisme. Mais le père Bowdern insiste pour que le père Bishop tienne un journal. Un témoignage précieux et détaillé sur les événements à venir. Depuis le début, Bowdern avait conscience qu'il s'agissait d'un cas extrême. Il voulait conserver une trace de ce qui se passait. L'idée était de faire de ce journal un manuel pour d'autres prêtres qui se retrouveraient dans la même situation. Parce que les prêtres n'étaient pas formés à être des exorcistes. Pendant la préparation, le père Bowdern dispose des objets religieux nécessaires à l'exorcisme. De l'eau bénite, un crucifix, une longue étole violette pour entourer le prêtre et le possédé, et le rituel romain, le manuel officiel des rites de l'exorcisme.
Un exorcisme est une prière très spéciale destinée à aider quelqu'un affecté par le démon. On impose les mains sur la tête de la personne possédée en invoquant l'Esprit Saint et en soufflant sur son visage. D'après le journal tenu par Bishop, alors que le père Bowdern récite les prières en latin, les prêtres poussent des cris d'horreur quand des griffures ensanglantées apparaissent soudain sur le corps de Roland. Ces griffures ont causé des marques rouges sur le corps d'où s'écoulait un peu de sang. Roland a reculé sous l'effet évident de la douleur, à chaque marque qui apparaissait. Généralement, les manifestations débutent immédiatement. Parce que ce que fait l'Église avec le rite, c'est forcer le démon à se révéler. Et quand le démon se révèle, le véritable combat peut commencer. Mais le démon qui possède Roland refuse de dévoiler son identité. C'était vraiment un combat. Le démon à l'intérieur de Roland se défendait contre les prêtres, quels que soient les objets sacrés placés sur ou près de lui. Il les faisait reculer par tous les moyens. C'est alors que les prêtres remarquent quelque chose qui dépasse l'entendement. Le mot « enfer » apparaît sur le torse de Roland, comme s'il avait été marqué au fer rouge. Ça ressemblait à des brûlures. Les mots semblaient surgir dessous la peau. Ils étaient très rouges et apparents. Les prêtres n'ont jamais quitté des yeux les mains du garçon. Il est impossible que Roland ait pu lui-même faire ses marques sur son corps. Selon le père Lampert, qui connaît bien le rite d'exorcisme, c'est une façon pour le démon de provoquer la terreur. Les manifestations sont vraiment destinées à instiller la peur, que ce soit chez le prêtre ou les autres personnes présentes. Le démon veut nous convaincre qu'il a le dessus. Dans un autre cas où le démon s'est manifesté, les yeux du possédé sont devenus verts et ses pupilles obliques, comme celles d'un serpent. Le démon m'a alors dit « Tu ne peux pas te débarrasser de nous. Nous sommes là depuis trop longtemps et tu n'es pas assez fort. » Après presque 9 heures de résistance acharnée, Roland finit par s'effondrer et s'endormir. Le père Bowdern ne pensait pas que Roland était totalement possédé, ce qui est intéressant, avant que ne débute le premier exorcisme. C'est là que la possession aurait vraiment eu lieu, d'après les prêtres, pour une raison ou une autre. L'exorcisme a provoqué le démon à l'intérieur de Roland, et ce démon refuse de partir. Les prêtres comprennent qu'il leur faudra plus d'une nuit pour chasser l'esprit malfaisant du corps du garçon. Dans un film, quand un exorcisme se fait en l'espace de 15 minutes, c'est très loin de la réalité. Quand on entend parler des vrais exorcismes, on se rend compte qu'ils peuvent durer des mois. Certains auraient même duré des années. Après 2 nuits d'exorcisme, Rolando passe une journée typique d'un adolescent de 13 ans, se comportant comme si rien ne s'était passé. Ses proches pensent que les exorcismes fonctionnent. Mais le soir même, son humeur change soudainement. Lorsque les prêtres arrivent pour continuer le rituel d'exorcisme, Roland se transforme en une créature enragée, grognant et mordant les hommes qui le maintiennent. Le père Bishop et le père Bowdern ont emprunté des reliques et les ont fixées à l'oreiller de Roland, dans l'espoir qu'elles auraient une influence positive. Au milieu de cette hystérie, Roland a subitement la nausée et demande à ce que la fenêtre soit ouverte. Roland a dit qu'il pensait que le démon était en train de le quitter. Il a demandé qu'on ouvre la fenêtre pour qu'il puisse expulser le démon de son corps, au sens propre comme au figuré. Il allait se débarrasser de ce démon. Il a dit doucement « Il s'en va, il s'en va ». Et finalement, il est parti.
Parfois, au cours de l'exorcisme, une personne sent qu'elle doit vomir. Et elle vomit. Cela arrive fréquemment. C'est une forme de libération. Roland s'endort et le père Bowdern quitte la maison pour la nuit, pensant que l'enfant a enfin expulsé le démon qui était en lui. Mais il se trompe. Vers 2 heures du matin, Roland aperçut des sensations étranges dans son estomac. Peu de temps après, il s'est mis à s'écrier « Il revient, il revient ». Le père Bowdern a été appelé à 3h15. Si quelqu'un est possédé par le démon et qu'un exorcisme est pratiqué, c'est désagréable pour le démon qui va du coup vous induire en erreur. Il va faire croire que c'est terminé, que c'est la fin, uniquement pour que le prêtre quitte la pièce avant de recommencer à sévir. Les démons font cela pour essayer de reprendre la main. J'ai eu affaire à quelqu'un qui était possédé par 7 démons. Le démon le plus faible est toujours le premier à s'en aller, et le démon le plus dominant sera le dernier à partir. Le cauchemar de Roland est loin d'être terminé. Au cours d'un des exorcismes nocturnes, une vision d'horreur va marquer le père Walter Halloran. Le père Halloran a été questionné vers la fin de sa vie. Il a dit qu'une nuit, il était au pied du lit de Roland et qu'il a vu le lit léviter à 20 cm du sol avant de retomber violemment par terre. Je l'ai entendu raconter par des gens qui y ont assisté, qui ont vu un lit léviter. Peut-il y avoir une explication naturelle? C'est peut-être aussi incroyable que de croire que c'est l'œuvre d'un démon. Je ne sais pas. Mais des choses étranges se sont passées là-bas et elles se produisaient toutes les nuits. La lévitation aurait également été constatée par une personne extérieure au petit cercle de prêtres. La famille de Roland aurait invité le scientifique et mathématicien Frank Bubb à venir observer l'enfant possédé. Bubb travaillait sur le projet Manhattan, un projet top secret à l'origine de la première bombe atomique. Le professeur a vu quelque chose là-bas qui l'a profondément perturbé. Il aurait assisté à la lévitation d'une table de chevet. Il aurait par la suite déclaré quelque chose comme « Nous avons encore beaucoup à découvrir sur l'électromagnétisme ». Des scientifiques ont trouvé le moyen de faire léviter des objets en les plaçant dans un champ magnétique suffisamment puissant. Mais la famille de Roland se demande si la lévitation ne pourrait pas être un autre instrument du démon. Le prêtre qui m'a formé m'a impressionné. Nous étions face à un cas de lévitation. Quand la personne s'est mise à léviter, elle a eu un rire hystérique et un regard furieux. Le prêtre s'est avancé, a posé sa main sur la tête de la personne et l'a poussée vers le bas, sans même cesser sa prière. Parce qu'il est important de se concentrer sur Dieu, pas sur ce que fait le démon. Tout le monde ne comprend pas l'exorcisme, ni ne connaît le processus. C'est très dangereux parfois, et beaucoup de choses étranges se produisent. Très souvent, on sent la température de la pièce chuter brutalement. On peut passer d'une température normale de 20-21 degrés Celsius et subitement, on a l'impression qu'il fait moins 1 degré Celsius. On peut même distinguer le souffle des autres personnes. C'est un froid à glacer le sang. On entend toutes sortes de bruits dans la pièce autour de soi. J'ai vu des objets bouger, des portes de placards s'ouvrir et se fermer, des robinets s'ouvrir, des chasses d'eau se déclencher toutes seules. Ce n'est pas comme dans le film L'Exorciste. C'est un peu plus subtil, mais ça reste très clair, très tangible.
Dans le cas de Rolando, les exorcismes nocturnes pèsent lourd sur ses parents et sa famille de Saint-Louis. La mère de Roland doit consulter un médecin en raison du stress subi. Toute la famille de Roland vivait dans la maison et le garçon devenait de plus en plus instable avec le temps. Les pères Bowdern et Bishop ont tous deux pensé que le changer d'endroit pourrait peut-être aider. Le père Bowdern fait transférer Roland au presbytère de la Saint Francis Xavier College Church sur le campus de l'Université de Saint-Louis. Mais les terribles crises de Roland attirent malheureusement l'attention. Des étudiants parlaient de ce qui se passait la nuit au presbytère, parce que les lumières étaient allumées et les fenêtres ouvertes. Les gens qui passaient par là pendant la nuit entendaient des cris, des bruits d'animaux, des hurlements, toutes sortes de choses. Tout ça attirait l'attention sur le campus. Alors que les prêtres continuent leur rituel d'exorcisme, Roland les nargue avec un comportement vulgaire et dépravé, peu commun chez un adolescent de 13 ans. Les mots infâmes et orduriers qui ont suivi feraient frissonner n'importe qui. Les pires insultes ont été émises après minuit. Des injures et des menaces accablantes. À propos des grossièretés qui sortaient de la bouche de Roland, le père Bishop a dit que c'était le genre de choses qu'un jeune garçon ne devrait pas connaître. C'était un langage qu'on ne s'attendait pas à voir sortir de la bouche d'un enfant. Il répondait aux prières par des menaces, des expressions vulgaires, qui ont fini par devenir de nature sexuelle. Ça ne ressemblait pas du tout à Roland, d'après ses proches. Il crachait beaucoup. Roland crachait avec une grande précision et très fréquemment. Il ratait rarement sa cible. Il s'est aussi mis à uriner abondamment. Parmi les choses qu'a décrites le père Halloran, Roland émettait des gaz à l'odeur si infecte qu'il devait ouvrir grand les fenêtres alors qu'il faisait très froid. L'air était irrespirable dans la pièce tellement l'odeur était puissante. Au presbytère, les prêtres tiennent un journal détaillé de l'horreur à laquelle ils sont exposés, tandis que Roland montre un signe révélateur d'une possession, une force surnaturelle. Parfois, ces personnes peuvent développer une force incroyable. On ignore si c'est le pouvoir de l'adrénaline ou la manifestation d'une force surhumaine. Mais souvent, il faut les maintenir. Les personnes peuvent réussir à se libérer de leurs liens ou des gens qui les maintiennent. Il faut être très prudent. Le prêtre exorciste François d'Hermine du diocèse d'Anconosimo en Italie ne sait que trop bien comment les personnes possédées comme Roland peuvent devenir incontrôlables. Le démon peut vous pousser à penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas normalement, à dire des choses que vous ne diriez jamais. Vous pouvez entrer en transe, perdre le contrôle de vous-même, devenir agressif, en particulier au cours de l'exorcisme. Durant l'exorcisme, il faut parfois 10, 12, 15 personnes pour maintenir la personne possédée, parce qu'elle développe une force hors du commun. Pendant que le père Bowdern récite les prières de l'exorcisme, 3 hommes suffisent à peine à maîtriser Roland. Ce dernier secoue violemment ses poignets et décoche un coup de poing dans le visage du père Halloran. Les prêtres sont désormais convaincus que le démon, à l'origine des violentes et sanglantes attaques de Roland, est loin d'en avoir fini avec eux. Saint-Louis, dans le Missouri, 23 mars 1949. Après une semaine d'éprouvants exorcismes,
les prêtres conduisent Rolando au presbytère de la Saint Francis Xavier College Church pour poursuivre les rituels nocturnes. Mais la rage diabolique et la force surhumaine du garçon deviennent presque impossibles à contrôler. Pendant l'exorcisme, le jeune Roland, âgé de 13 ans, se défend et donne des coups. À un moment, il fracture même le nez du père Halloran, tant sa force est grande. Quelque chose à l'intérieur de lui donne une force et une rage surnaturelle. Quelque chose de maléfique est à l'œuvre dans cette pièce. À plusieurs reprises, il a réussi à se libérer et à blesser, frapper, gifler des gens. Une fois, il a frappé un des prêtres au niveau de l'aine, si fort que le prêtre a été paralysé de douleur. Roland était totalement incontrôlable. Les manifestations observées au cours de l'exorcisme de Rolando sont des terreurs typiques, se produisant quand le clergé, des laïcs ou des personnes de toute confession tentent d'expulser le démon d'une personne possédée. Mes collègues et moi-même avons été blessés de nombreuses fois au cours d'exorcismes. Nous avons été poussés, frappés, mordus, griffés. On m'a tiré les cheveux plusieurs fois. On m'a enfermé dans des pièces, on m'a brûlé. Donc oui, ça arrive fréquemment. À mes yeux, maintenir une personne durant un exorcisme n'a pas de sens. Parce que s'il s'agit véritablement d'une possession démoniaque, la seule chose capable de maîtriser le démon, c'est la puissance de Dieu. Je te conjure, Satan, prince de ce monde, reconnais la puissance et la vertu de Jésus-Christ. Un jour, alors que je pratiquais un exorcisme, le démon s'est manifesté et s'est jeté sur moi. J'ai dû faire un bond d'1,50 m en arrière. Mon cœur battait à 100 à l'heure, mais immédiatement, je suis retourné auprès de la personne, j'ai posé ma main sur sa tête et je me suis remis à prier. Ce sont les mêmes conditions terrifiantes que les prêtres doivent affronter en 1949 à Saint-Louis, alors qu'ils tentent de chasser la force obscure qui a envahi Rolando, 13 ans. Mais que peuvent-ils faire de plus pour faire cesser la possession démoniaque? Incapable d'apaiser ses crises nocturnes au presbytère, Roland retourne dans la maison de son oncle, dans la banlieue de Saint-Louis. Pendant les 5 jours qui vont suivre, le garçon demeure étonnamment calme et silencieux. Il y a eu une accalmie de 5 jours. C'était inhabituel. Tout le monde l'a constaté et s'est dit « Oh, est-ce que c'est terminé ?» Et tout à coup, ça a de nouveau été le chaos. Une nuit, Roland a eu envie d'écrire. Son oncle était architecte et avait d'immenses rouleaux de papier. Roland y a inscrit des messages et des mots. D'après le journal de l'exorciste, la famille de Roland demande expressément au prêtre de revenir pour l'aider à déchiffrer ce que l'enfant possédé essaie de dire. Je resterai 10 jours, mais je reviendrai 4 jours plus tard. Je suis le diable incarné. Ils ont essayé d'interpréter ce que ça voulait dire. Il y avait des chiffres romains. Et ils se sont interrogés sur la durée de l'exorcisme. Fallait-il qu'il dure 10 jours? Que représentait le chiffre 10? Le père Bishop pensait que le garçon allait être possédé pendant 10 jours supplémentaires. Il ne faisait aucun doute que le démon jouait avec eux. Le 17e jour, après plus d'une douzaine d'exorcismes, le père Bowdern suggère que Roland reçoive le baptême catholique. Le baptême est une forme d'exorcisme parce qu'il rejette les pouvoirs de Satan. Roland avait grandi dans la doctrine luthérienne. Les prêtres ont pensé que lui enseigner le catholicisme pourrait faciliter son exorcisme. Mais alors qu'on le conduit à l'église pour être baptisé, Roland est à nouveau en proie à une de ses crises incontrôlables. Son oncle et sa tante le conduisaient à l'église quand tout à coup,
Sur la banquette arrière, Roland est entré dans une crise de rage. Il a bondi à l'avant et tenté de s'emparer du volant en disant « Vous voulez me faire baptiser, me faire communier, ça ne marchera pas ». Son oncle a dû arrêter la voiture de peur que Roland ne les tue tous. Il a mis leur vie, dont la sienne, en danger pour ne pas se rendre dans cette église. L'adolescent jure et crache, tandis qu'on le traîne au presbytère pour y être baptisé. Le père Bowdern demande à Roland de renoncer à Satan. Mais le garçon sombre dans un état plus hystérique encore, répugné par l'eau bénite. Il s'est débattu, donnant des coups. 3 hommes faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour le maîtriser. Il a été décidé de procéder à une version raccourcie du rituel du baptême, histoire d'en finir. Le baptême ne suffit pas à réprimer le démon qui possède Roland. Furieux et découragé, l'enfant continue de s'en prendre à sa famille. La situation empirait et devenait de plus en plus dangereuse. Il a été jusqu'à attaquer sa tante, physiquement. Ils ont réalisé que garder Roland à la maison n'était pas sain pour la famille. Trois jours après le baptême, le père Bowdern prend une décision radicale. Roland doit rentrer chez lui dans le Maryland. Le père Bowdern a suggéré que la famille retourne dans le Maryland. Il les accompagnerait et trouverait un hôpital, un couvent ou un monastère où Roland pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale. Parce qu'après tout ce qu'avait traversé ce garçon, il était dans un état inquiétant. Physiquement, il était amaigri, il ne mangeait rien, il était abattu et son comportement était dangereux et incontrôlable. Le père Bowdern a donc dit « Je vais trouver un endroit dans le Maryland où quelqu'un pourra poursuivre l'exorcisme ». Ils ont essayé de trouver un établissement ou un hôpital qui pourrait accueillir Roland, mais personne ne voulait de lui. Personne ne voulait se charger de ce cas extrêmement complexe. Que la cause soit diabolique ou psychologique, personne ne semblait vouloir venir en aide au pauvre Roland. Ne trouvant personne désireux d'aider l'enfant dans le Maryland, son état d'origine, le père Bowdern décide que la seule solution est de retourner dans le Midwest et de faire une dernière tentative pour sauver Rolando. Le père Bowdern a compris qu'il devait ramener Roland à Saint-Louis et poursuivre l'exorcisme lui-même. Parce qu'après tout le temps passé dans le Maryland et à Washington, personne ne voudrait de l'enfant. Il a décidé que la meilleure chose à faire était de l'emmener dans un hôpital qu'il connaissait. De retour à Saint-Louis, Roland est admis dans l'unité psychiatrique de l'hôpital des Frères Alexiens, dirigé par une congrégation très ancienne de moines catholiques. Les Frères Alexiens étaient connus pour prendre en charge des cas extrêmes de maladies physiques et mentales. C'est comme ça que Roland s'est retrouvé dans l'unité psychiatrique de l'hôpital des Frères Alexiens à Saint-Louis. L'hôpital des Frères Alexiens disposait d'une unité psychiatrique sécurisée, où Roland a pu être pris en charge, loin des regards et dans le plus grand secret. Les Frères Alexiens étaient connus pour leur discrétion. Mais bientôt, il se murmure dans les couloirs de l'hôpital qu'un patient très spécial se trouve dans l'aile psychiatrique. Dans la seule interview qu'il accordera, un frère alexien mourant brisera le silence et divulguera ses plus sombres secrets quant au déroulé exact des derniers et terribles chapitres de l'exorcisme de Rolando.
10 avril 1949. Après plus de 3 semaines d'exorcismes infructueux, Rolando entre à l'hôpital des frères Alexiens au début de la Semaine Sainte, une des périodes les plus sacrées et célébrées par l'Église catholique. Mais la semaine tourne au cauchemar pour les prêtres et les moines qui s'occupent de Roland. Avant de mourir, un frère alexien va briser son vœu de silence et raconter les exorcismes auxquels il a assisté. En 2014, j'ai eu la chance d'interviewer le frère Greg Olewinski, un moine alexien qui n'avait jamais évoqué sa participation à l'exorcisme de Rolando. Il était en phase terminale d'un cancer et voulait raconter son histoire. La première nuit où j'y suis allé, j'ai vu un garçon allongé dans son lit entouré de 3 prêtres exorcistes. Lors des prières d'exorcisme, le prêtre porte une étole, un fin ruban de soie. Le démon, par l'intermédiaire de l'enfant, a tendu le bras et a arraché le tissu qui, en une fraction de seconde, s'est déchiré en 1000 morceaux. Le frère Greg Olewinski a alors assisté à un terrifiant spectacle. On sentait le pouvoir du démon. J'ai vu le corps du garçon léviter. Je me trouvais au pied du lit et je maintenais ses jambes, des genoux aux chevilles. J'étais terrifié. Ce que j'ai vu était réel. Ce que j'ai touché était réel. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. N'importe qui de sensé en voyant cela sait que ça ne peut pas être truqué. Après la deuxième nuit passée auprès du garçon, alors que le démon le possédait, le démon a soudain jeté une carafe. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. J'avais assisté à des tempêtes, des tornades, des ouragans, mais jamais à un tel déchaînement de violence. Le frère Olewinski n'avait aucune raison de mentir ou d'inventer cette histoire. À l'époque, nous étions 65 ans après les faits et il n'en avait jamais parlé auparavant, mais ce qu'il avait vécu ne l'avait jamais quitté. Quelques jours avant Pâques, le père Halloran emmène Roland dans un centre de retraite en pleine nature, sur une haute falaise surplombant le fleuve Mississippi. Il pense que l'air pur pourrait faire du bien à Roland. Ils arpentent les terres du centre de retraite White House, où sont disposées des statues représentant Jésus le jour de sa crucifixion. Mais Roland sombre soudainement dans l'une de ces crises. Il s'enfuit et se dirige vers le bord d'une falaise escarpée. Le père Halloran a dû lui courir après parce qu'il aurait pu se tuer dans sa fuite. Le prêtre a finalement réussi à le rattraper et à le maîtriser. Roland émerge de sa transe sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Parmi les personnes possédées avec qui j'ai travaillé, certaines m'ont dit qu'elles étaient conscientes de ce qui se passait, mais qu'elles étaient comme piégées dans leur propre corps et incapables d'agir pour arrêter les choses. D'autres m'ont dit que lorsque le démon prenait le dessus, elles n'avaient plus aucune conscience de ce qui se passait. Alors que l'état de possession de Roland empire, le père William Bowdern montre des signes de stress et d'épuisement. Des furoncles suintants couvrent le corps frêle et émacié du prêtre. Ces prêtres traversent de longues périodes où ils doivent jeûner et prier. Au cours de ces exorcismes, le père Bowdern a perdu presque 18 kilos. Ces hommes étaient épuisés. Le père Bowdern se tenait à côté du lit et priait pour le garçon. Il se sentait faible, mais il se battait pour la vie de ce jeune garçon. Quand on pense à tout ce qu'il a enduré et à ce qu'il a fait, il aimait tellement cet enfant qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour lui.
Si je pratiquais des exorcismes chaque jour de l'année, j'arriverais à un point où ça impacterait ma propre santé mentale et physique. J'ai connu des prêtres exorcistes qui avaient renoncé à la prêtrise. Ils se sentaient tellement usés qu'ils étaient incapables de continuer. Le samedi saint, la veille de Pâques, un moine place une statue de l'archange Saint-Michel dans la chambre de Roland. Saint-Michel symbolise la protection contre les forces du mal. Michel est celui qui terrasse le dragon. Il est souvent représenté comme une sorte de soldat triomphant du démon. Il est donc souvent invoqué en tant que figure protectrice. Les prières dédiées à Saint-Michel semblaient particulièrement efficaces. Roland paraissait vraiment réagir différemment. Les moines pensent-ils que Saint-Michel pourrait enfin sauver Roland de la colère de Satan? Le lendemain de Pâques, plus d'un mois s'est écoulé depuis le premier exorcisme de Roland. Le père Bowdern utilise toutes les armes de son saint arsenal pour chasser le démon. Roland se plaint que les médailles religieuses autour de son cou lui brûlent la peau. Mais le père Bowdern refuse de les retirer. Il va même obliger Roland à tenir un crucifix dans sa main, ce qui provoque des convulsions chez l'enfant. Souvent, quand une relique est placée sur une personne possédée, cette dernière va crier qu'elle ressent une brûlure. C'est le signe d'une confrontation entre Dieu et le démon. Roland est alors devenu violent. Il tremblait et criait avec une voix masculine très grave. Le père Bowdern a alors demandé qui se trouvait à l'intérieur du corps de Roland. Le père Bowdern essayait évidemment d'amener le démon à s'exprimer. Dis-moi ton nom, qui es-tu? D'après le journal des exorcismes tenu par le père Bishop, le démon aurait parlé à travers Roland et provoqué le père Bowdern avec une menace obsédante. Il n'a qu'un mot à dire, un petit mot, ou plutôt un grand. Il ne le dira jamais. Je suis toujours en lui. Je n'ai pas toujours beaucoup de pouvoir, mais je suis en lui. Il ne dira jamais ce mot. Le démon a dit « Je ne partirai pas tant que Roland n'aura pas prononcé un certain mot. » C'est une lutte sans merci qui se livre entre le bien et le mal. Tant qu'il ne l'aurait pas dit, le démon resterait avec lui. Quel est ce mot qui pourrait délivrer Roland de l'emprise du démon? « 18 avril 1949. Après plus d'un mois de combats acharnés, le père William Bowdern s'engage dans un exorcisme décisif de Rolando, 13 ans, à l'hôpital des Frères Alexiens. Un esprit démoniaque parle à travers Roland et affirme que l'enfant refuse de prononcer un mot qui pourrait enfin le délivrer. One more word. He'll never say it. I'm always in him. D'après le journal tenu par le père Bishop, Roland défie soudain le démon qui le possède et ordonne à l'esprit malin de partir. Roland était en crise, mais calme. Sur un ton clair, autoritaire et digne, une voix s'éleva au milieu des prières. Satan. Satan. I am Saint Michael. And I command you, Satan, and the other devil spirits to leave the body in the name of Dominus immediately. Now. 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 Le père Bowdern comprend que Dominus est le mot que Roland ne dirait jamais.
Dominus est un mot latin signifiant Seigneur. Dire Dominus ou Seigneur, c'est forcer le démon à reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. En faisant cela, il montre un signe de faiblesse et il va être contraint de partir. Soudain, Roland explose. Il est pris de convulsions, les plus violentes de toute la période d'exorcisme. Dans un état de délire, il assure avoir une vision prophétique. Le dernier jour de l'exorcisme, Roland s'est vu à l'extérieur d'une grotte avec un ange tenant une épée en flammes. Un ange qui serait Saint Michel, selon lui. Il a eu une vision de l'archange Saint Michel avec une épée et une fourche repoussant les démons dans les flammes de l'enfer. Et cet ange, Saint Michel, aurait souri à Roland en disant le mot Dominus, le mot que, selon le démon, Roland ne prononcerait jamais. Après plusieurs minutes de spasmes incontrôlables, Roland se détend et s'immobilise. Après 7 ou 8 minutes de violence, Roland, soulagé, a dit « Il est parti ». Immédiatement, Roland a retrouvé son état normal. Tout à coup, cette crise que Roland traversait s'est arrêtée. Il est devenu silencieux. Puis il s'est tourné vers le prêtre et a dit « C'est terminé ». Lors d'un exorcisme, une fois que la personne a demandé de l'aide, le lien avec le démon peut être brisé. Même si le démon peut essayer de dire « Non, 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 c'est impossible, tu as passé un pacte avec moi ». Alors que les prêtres et les moines alexiens se réjouissent, le père Bowdern demeure sceptique. Le démon est-il parti pour de bon? Le père Bowdern n'était pas convaincu. Il avait déjà vu ça. Ce n'était pas la première fois que Roland ou le démon à l'intérieur de Roland lui disait que c'était terminé. Il a prié pour qu'un signe lui soit envoyé, un signe que c'était réellement terminé. Soudain, une énorme détonation a secoué le bâtiment. Un des moines présents a cru que leur chaudière avait explosé tellement le choc était puissant. Quelques instants après que la mystérieuse détonation a retenti dans l'hôpital, des prêtres racontent qu'une image de Saint Michel aurait illuminé le dôme au-dessus de l'autel dans l'église voisine, la Saint Francis Xavier College Church. Le père Bowdern a compris que c'était le signe qu'il attendait, que c'était vraiment terminé. C'était la fin de l'exorcisme. Roland est resté à Saint-Louis pendant quelques semaines, avant de rentrer dans le Maryland. Il a contacté le père Bowdern une dernière fois. Il lui a écrit une lettre en disant à quel point il était heureux, qu'il était retourné à l'école, qu'il venait d'avoir un chien et que tout allait bien pour lui. Après avoir examiné toutes les preuves réunies dans le Maryland et à Saint-Louis, l'Église catholique aurait refusé de confirmer ou de réfuter que le cas de Rolando était un véritable cas de possession démoniaque. 48 témoins ont signé le document ecclésiastique rapportant les choses anormales qui s'étaient produites. Ces témoins n'étaient pas certains à 100% qu'il s'agissait d'un cas de possession, mais ils ont déclaré avoir vu des choses très étranges se produire autour de cet enfant, des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Malgré les conclusions de l'Église, les prêtres qui étaient présents sont convaincus que Rolando était un cas indiscutable de possession démoniaque. Le père Bowdern, qui avait enduré toutes ces épreuves, n'a jamais parlé de ces événements à sa famille, jusque sur son lit de mort. Il a seulement dit qu'il était persuadé avoir eu affaire à un véritable cas de possession.
S'il existait une personne dans ma vie que je pouvais croire sur parole, c'était bien lui, mon oncle William, le père Bowdern. Avec le bon sens qui le caractérisait, il n'aurait jamais exagéré quoi que ce soit. Choisit-on de croire que ça s'est véritablement passé comme cela a été raconté? Ou choisit-on de rester sceptique? La question est de savoir si l'on croit en la véracité des témoins. J'ai des doutes sur certaines parties de l'histoire, mais je pense que quelque chose s'est vraiment passé. Que l'on croit à un démon, à une présence ou à un problème psychologique qui aurait disparu instantanément, quoi que ça ait été, cette chose a été chassée. Le rapport final de l'exorcisme demeure secret, à l'abri dans les archives catholiques romaines. Mais des récits finissent par être divulgués dans la presse, ainsi que des détails sur la vie de l'enfant après les exorcismes. Roland est resté catholique. Il est allé dans un lycée jésuite, la Gonzaga Preparatory School. Il s'est marié, a eu plusieurs enfants. Il aurait nommé son premier enfant Michael, en hommage à Saint Michel. Il s'en est très bien sorti et il est allé à l'université. Et il est devenu ingénieur en aérospatial. Il a collaboré avec la NASA. Il a déposé plusieurs brevets pour des dispositifs scientifiques, dont un bouclier thermique utilisé sur les engins spatiaux. Il n'a pas été perturbé par tout ce qui lui était arrivé à l'âge de 13 ans. J'ai toujours dit que je ne publierai jamais son nom. Sa vie privée doit être respectée. Le véritable Rolando, désormais octogénaire, ne s'est jamais exprimé publiquement et emportera certainement ses secrets dans la tombe. Je ne peux pas lui reprocher de garder le silence. Il est possible qu'il ne se souvienne de rien. S'il n'était pas vraiment lui-même à l'époque, il peut n'en garder aucun souvenir. Que dire de plus? On sait seulement qu'il a construit sa vie. Rolando a peut-être mis les exorcismes derrière lui. Mais des témoins et des habitants de Saint-Louis affirment que des traces de son calvaire continuent de hanter la ville. Longtemps après les exorcismes, des infirmières de l'hôpital des Frères Alexiens soutiennent qu'une tache noire sur le mur, au-dessus du lit d'hôpital de Roland, réapparaîtrait inlassablement après avoir été repeinte plusieurs fois. Des gens disaient entendre des choses dans cette pièce fermée à clé, ou que quand il passait devant la porte, il frissonnait de froid. Les meubles qui se trouvaient dans la chambre de Roland ont été retirés après l'exorcisme et mis sous clé. Pour dire à quel point ils prenaient ce cas au sérieux. Ils n'ont même pas voulu réutiliser le lit, la table de chevet ou les chaises qui étaient dans la pièce. Aucun meuble. Il faut imaginer une gravité telle que même les meubles étaient considérés comme dangereux. En 1978, l'aile psychiatrique de l'hôpital des Frères Alexiens doit être démolie. Avant de raser le bâtiment, les ouvriers font une découverte fortuite. Les ouvriers ont découvert une pièce fermée à clé. Il y avait un bureau dans cette pièce. À l'intérieur se trouvait un livret qui mentionnait un exorcisme. C'était en fait une copie du journal tenu par le père Bishop sur l'exorcisme de Roland. C'est comme ça que l'histoire est devenue publique et que nous avons pu accéder à ce journal. Le journal pourrait ne pas être le seul sinistre vestige de l'exorcisme. L'auteur et enquêteur Stephen Lachance aurait découvert une possible conspiration dans l'affaire. Il affirme qu'un représentant anonyme de l'Église lui aurait donné accès à un établissement médical près de l'ancien hôpital des Frères Alexiens. On m'a conduit dans un hôpital. J'étais sous bonne escorte. On a pris un petit ascenseur qui est monté jusqu'au 3e ou 4e étage. L'endroit était totalement désert. Il n'y avait personne. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. Ils m'ont arrêté en disant « Vous ne pouvez pas l'ouvrir ». J'ai demandé pourquoi et ils m'ont dit d'écouter à la porte. J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai entendu comme des objets
qui volaient, s'écrasaient contre le mur. Ils m'ont dit, « Vous savez où nous sommes ? Devant la chambre du prêtre. » Durant des décennies, des rumeurs ont persisté selon lesquelles une fois que le démon aurait quitté Rolando, il aurait possédé quelqu'un d'autre. Je pense que le démon est passé du corps de Roland à celui d'un prêtre. Le prêtre aurait pris en lui le démon du garçon, ce qui n'est pas rare, c'est déjà arrivé. Et le prêtre a été gardé dans un hôpital jusqu'à sa mort en 1983. C'est l'endroit où j'ai été conduit. Au cours d'un exorcisme, l'entité va essayer de quitter l'individu possédé pour atteindre d'autres personnes présentes, dont l'exorciste en personne. Dans un ultime geste de sacrifice, est-il possible que le prêtre ait pris possession du démon pour sauver Roland, avant de passer le reste de ses jours enfermé dans un hôpital psychiatrique? D'après la personne de l'Église catholique qui m'a contacté, c'est ce qui se serait passé. C'est tout ce que je peux dire. C'est une des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs qu'à Saint-Louis. Je trouve ça triste que quelqu'un ait donné sa vie pour cet enfant. Si l'histoire est vraie, peut-être que William Peter Blatty la connaissait avant d'écrire le point culminant du scénario de l'Exorciste. Dans cette scène choquante, un prêtre accepte le démon dans son propre corps avant de mettre fin à ses jours. L'exorcisme pratiqué à Saint-Louis a inspiré un des films d'horreur les plus cultes de tous les temps. Pourtant, le véritable cas de Rolando et son étrange dénouement demeure à ce jour irrésolu. On continue de parler de cette affaire parce qu'elle a fait l'objet d'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Quand on découvre qu'il y a une histoire derrière l'histoire, et que tout ça s'est réellement passé, on peut en parler indéfiniment. C'est ce qui fait la force des grandes histoires. Elles continuent de nous accompagner. Comment un enfant pur et innocent peut-il se transformer en monstre? Je trouve ça intéressant. C'est ce qui suscite la curiosité des gens. Les gens considèrent cela comme un avertissement. Pourquoi un garçon de 13 ans aurait-il été possédé par une présence maléfique ou démoniaque? Pourquoi? Qu'avait-il fait? Rien. Ce n'était qu'un gamin comme tant d'autres en 1949. Cela crée une peur. On se dit, si ça lui est arrivé à lui, ça pourrait m'arriver aussi, ça pourrait arriver à n'importe qui. Si c'est avéré, ça pourrait arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Pour ceux qui y croient, l'exorcisme de Rolando sonne comme un inquiétant avertissement. Le mal est parmi nous. Et la plus grande manœuvre du diable consiste à nous faire croire qu'il n'existe pas.